Vous aimiez tel et tel groupe de musique, vous portiez tel et tel short, maintenant vous portez des pantalons, puis la barbe pousse, enfin, les gens évoluent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est très identitaire, on mourrait identitaire, on est très trotskiste, on finirait trotskiste. Mais quelle vie triste, quel cheminement, quelle évolution dans la pensée. J'en sais rien, et je m'en fous complètement. Mais par contre, les identitaires n'ont rien à voir avec nous, parce que eux, dans leur idéologie, elle découle essentiellement de la nouvelle droite. Dans la nouvelle droite, il y a droite. Et nous avons déjà répondu à cette question, nous ne sommes pas de droite. Quelle est selon vous votre représentativité dans le monde ouvrier, le monde du travail? À l'heure actuelle, on ne peut pas vraiment le définir. On peut dire à l'heure actuelle que le Parti Socialiste n'en a plus aucune, c'est prouvé. Mélenchon n'en a aucune. Maintenant, eh ben, c'est une introduction, hein. Excusez-moi, je ne vais pas dire oui, non. J'essaie de développer. Il est reconnu que dans notre mouvance est représenté essentiellement par les ouvriers. Voilà la réponse. Nous sommes essentiellement des travailleurs, essentiellement, à 80-90%. D'ailleurs, c'est pour ça que la gauche bobo nous méprise. Ma question n'est pas ce que vous êtes, ma question est qu'est-ce que vous êtes pour eux? Pour les travailleurs. Est-ce que vous avez une représentativité? Est-ce que vous avez quelque part des représentants syndicaux dans des entreprises? Puisque vous vous présentez comme les défenseurs des travailleurs, si j'ai bien saisi, mais je voudrais savoir quel est l'impact que vous avez sur ce monde du travail et ce monde syndical déjà assez faible en France. Pour l'instant, notre mouvement, je parle pour Troisième Voie, a moins d'un an. En moins d'un an, les gens de FO, de la JAC, de Sud, de la CGT, d'Alliance nous ont contactés. Évidemment, ils ne peuvent pas, comme ce pauvre Edelmans, faire des coming out, parce que c'est la fin. Parce qu'on vit dans un totalitarisme syndical qui interdit aux travailleurs de dire ce qu'ils pensent. Je parlais dernièrement avec un représentant de Sud, et pas un petit représentant de Sud, qui était entièrement d'accord avec moi, et qui disait même, en regardant notre site, que ça l'étonnait que le seul souffle nouveau dans le syndicalisme puisse venir de nous. Ces gens-là pensent, pour les vrais syndicalistes, pensent vraiment qu'il faut revenir à l'esprit de la charte d'Amiens. Il n'y a que nous qui en parlons. Voilà, nous avons de plus en plus de représentativité. Mais pour l'instant, nous sommes à 8-9 mois. C'est-à-dire que notre idée, elle accouche. On verra, parce que dans le monde du travail, c'est un monde lent, c'est la réalité, ça ne peut réagir qu'en 10-15 ans. C'est de la longueur. Votre manifestation de samedi est une opération de visibilité, c'est bien ça? C'est un, de visibilité, bien sûr, et deux, de création. Parce que pour la première fois, nous avons réussi à fédérer autour d'une ligne politique et sociale commune, qu'est le solidarisme, en un front populaire. C'est l'acte de création. Oui, c'est un acte de naissance. Oui. Vous attendez à avoir combien de participants? C'est la même chose, pour être honnête, je peux vous dire des chiffres ridicules. On ne peut jamais le savoir, on pense à minimum 500, peut-être au maximum 900. Vous voyez, la fourchette est très large, parce que ça dépend s'il se réveille ou pas, s'il pleut ou non. Il y a des montagnes de choses, des paramètres. On dit qu'il y a des bus qui vont arriver de Belgique, d'Hollande, avec des gens qui viennent pour manifester. De Hollande, non. De Belgique, oui. Il y en a de Lyon, de Montbéliard, de Paris, oui. Il y a des voitures et des minibus qui arrivent, oui. Oui. Parce que, justement, ce thème est sensible et intéresse beaucoup. Et pourquoi ils viennent à Lille? Bien parce que c'est, et pour nous c'est important, c'est la terre de Roger Salingro. Roger Salingro, en 1931, avait lancé un projet de loi, de la loi Salingro, qui est très proche de nos idées, pour la défense des travailleurs. Et nous sommes très proches des idées de Roger Salingro, et justement, nous avons insisté sur le fait, connaissant son histoire, sur lui. D'ailleurs, cette loi était un petit peu, ce projet de loi qui n'a pas arrivé à ses fins, et a été en fin de compte voté par Herriot, je crois, en 1932. Et vos objectifs à moyen terme dans toute cette organisation, qu'est-ce que vous voulez installer les syndicats, créer un parti? Eh bien déjà comment expliquer? Nous, ce qui nous intéresse,
c'est la force vive de la nation. La force vive de la nation, c'est le travailleur, c'est le peuple. Le travailleur étant, comme je le disais, le peuple en armes. L'arme du peuple, c'est son travail. Donc, nous voulons que le peuple puisse intervenir directement dans la direction de la nation et de l'État. Alors à partir de là, dans cette guerre, parce que l'élite qui nous gouverne a le pouvoir depuis 30 à 40 ans, après toutes les magouilles, tous les délits et tous les crimes, il est évident, et tous les avantages, qu'ils ne voudront jamais rendre ce pouvoir. Parce que le jour où ils rendent le pouvoir, bien sûr, ils perdent de l'argent, ils perdent le pouvoir, bien sûr, mais ils risquent même beaucoup plus, parce que ce jour-là, on s'apercevra peut-être de tout ce qu'ils ont fait. Et alors là, à mon avis, la justice pourrait vraiment s'intéresser à leur cas. Donc ils ne peuvent pas rendre le pouvoir. Alors nous, notre façon de rendre le pouvoir, c'est, parce que c'est une guerre entre cette oligarchie financière qui nous tyrannise et qui veut maintenant amener sa tyrannie sur le monde entier. Nous avons nos armes dans cette guerre. Les armes du peuple, eh bien, c'est son nombre et son travail. Alors le nombre, et bien sûr, nous voulons le développer par une démocratie la plus directe possible. Nous voulons aussi une république de souveraineté populaire. Nous voulons, pour qu'il puisse être entendu, bien sûr, une démocratie référendaire, avec des référendums d'initiative populaire dignes de ce nom, et des mandats révocables. Quand on voit là, les thèses fascistes sont bien loin. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi le travail. Dans le travail, il faut qu'il puisse, au quotidien, combattre contre ces ennemis du genre humain, que sont les mondialistes. C'est-à-dire combattre au quotidien pour défendre ses acquis sociaux, ses droits sociaux, et réinvestir le champ du travail, qui est le syndicat, qui est à l'abandon, parce que, je ne veux pas être méchant, mais les syndicats à l'heure actuelle, à part faire de l'accompagnement et de l'encadrement, ils ne font rien d'autre. Alors nous voulons justement demander aux travailleurs, et c'est pour ça d'ailleurs que les syndicats à l'heure actuelle se cassent la gueule. Pourquoi on va dans un syndicat? Pas pour simple raison. Quand on est fonctionnaire, pour arriver à magouiller, pouvoir avoir un déplacement, une mutation. Sinon avoir quelques avantages, ou pas travailler. Ou simplement, certains ne demandent que quand ils ont vraiment de problème, que le syndicat les défende. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils ne font rien. Ils ne font rien, véritablement. Nous voulons justement changer les choses. Nous pensons que par le travail, c'est possible. Dans votre analyse et dans votre constat, vous êtes très proche du discours du Front National et notamment de discours qu'aurait pu tenir Jean-Marie Le Pen. Quel est votre lien avec le Front National? Nous n'avons pas de lien direct. C'est vrai que nous avons quelques ponts possibles avec les lignes du Front National. Pourquoi pas? Ça ne nous dérange pas. D'ailleurs, c'est normal, il y a beaucoup d'ouvriers au Front National. C'est normal. C'est le parti dont vous vous sentez le plus proche, dont votre mouvement serait le plus proche? Non, sinon on en ferait partie. Vous pouvez en être proche sans en faire partie. Est-ce que vous avez des contacts avec Marine Le Pen? Nous n'avons pas de contact avec Marine Le Pen. Elle est dans un schéma, dans une politique qui est la sienne. Nous avons la nôtre. Qu'est-ce qui vous différencie du Front National? Parce que sur le discours, sur le constat, vous êtes vraiment très très proche. Qu'est-ce que si vous voyez une différence, quelle est-elle? Eh bien, disons que nous poussons un petit peu plus loin le curseur. Nous pensons que c'est encore assez mou. Je pense qu'elle commence, parce que justement elle est en challenger, à écouter un peu les Français et à écouter la France. Mais je pense qu'elle ne l'écoute pas encore assez. Quand vous dites le Front National est encore assez mou, c'est dans quel sens Ben, je l'ai écoutée comme ça rapidement, et elle dit qu'il faudrait nationaliser les banques de spéculatives. Ah non, il faut toutes les nationaliser. Voilà où elle est molle. Les banques doivent être nationalisées. Doit être nationalisé tout ce qui fait l'énergie et qui concourt à l'indépendance de la France. Parce que concrètement, si jamais demain, M. Vivendi, c'est une bêtise mais c'est un raccourci, décide que vous ne pourrez pas prendre cette autoroute, parce que c'est la sienne, on fait comment? Quand M. Bouygues aura décidé ceci ou cela, nous ferons comment? C'est inadmissible, c'est impensable. Il faut que notre terre soit à nous, notre eau soit à nous, notre air soit à nous, parce que nous la méritons. Simplement. Il n'y a pas à faire de bénéfices, de rentabilité. D'ailleurs, on le voit.
Qu'est-ce qui se passe? L'eau est de plus en plus mauvaise, l'électricité de plus en plus chère. Vous dessinez là un programme de renationalisation de tout ce qui est les services parapublics, eau, énergie. Ouais. Qu'est-ce qui vous différencie à ce moment-là du Parti communiste il y a quelques années? Eh bien, on fait la même chose, oui, nous avons quelques points communs avec ce Parti communiste il y a quelques années, évidemment. Mais ce n'est pas tout. Par exemple, nous à la différence de eux, vous voulez collectiviser. C'est mon introduction. Nous voulons, d'une façon à peu près identique, mais inversée complètement, que les Français redeviennent propriétaires de la France. C'est-à-dire que nous, c'est par la participation. Et là, nous avons une perspective un peu plus gaullienne. Voilà, gaulliste. Est-ce que vous pensez que vous subissez la même diabolisation que le Front National? La même empire, là. Comment? La même empire. Évidemment. On va parler d'une stigmatisation, plutôt, oui. Ce qui est plus profond. Bien sûr. Là, on empêche toute une jeunesse et tout un peuple de participer à des manifestations parce qu'on est refoulé par les services d'ordre de la CGTO quand on veut revendiquer dans la rue, étant donné notre obédience ou soi-disant notre obédience politique, on est rejeté de ces manifestations. Voilà, c'est une stigmatisation, c'est tout un peuple, c'est toute une partie du peuple de cette jeunesse qu'on écrase, qu'on montre du doigt et qu'on empêche de s'exprimer. Et là, il faut que ça s'arrête, quoi, parce que c'est une cocotte minute, ça commence à siffler, on verra bien ce que ça va donner dans quelques temps. Il y a une chape de plomb, quand ça marchait, tout le système marchait, ça pouvait passer. Mais cette chape de plomb, elle se fend, elle se fendille, elle se fissure. C'est plus admissible. Tant que le système marche, toutes leurs petites magouilles, leur pseudo combat de déviation qui mène vers les cul-de-sac que font l'extrême gauche et les syndicats, ça pouvait prendre. Mais maintenant, on ne peut plus, il faut aller à l'essentiel. On est à l'aube d'une révolution dans le pays. Par exemple, français. Moi, je suis un Français moyen. Je vais dans les bars, je vais ailleurs, je discute avec les gens. Mais tout le monde en a plus que marre. Vous êtes heureux, vous? Répondez. Vous êtes un homme heureux? Ah oui, je suis là pour répondre aux questions. C'est une réponse en soi. Sur la manifestation de samedi, la Ligue des droits de l'homme a parlé d'une fête du cochon qui serait éventuellement organisée à la suite de la manifestation, ou en tout cas le même soir. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que ça a un lien avec votre manifestation? Ça n'a rien à voir, mais pourquoi pas. D'ailleurs, je ne vois pas le fait qu'il y ait une fête du cochon, du poulet ou de l'autruche, avoir quoi que ce soit avec la Ligue des droits de l'homme. C'est un lien qui me paraît un peu ténu. Je ne comprends pas bien quel est le problème. On n'a pas le droit d'aimer le cochon. Parce qu'elle craint une dérive anti-islamique, Donc en fin de compte, si jamais un jour, un homme sur cette terre mange une côtelette, il est forcément contre l'islam. Pourriez-vous faire une fête du mouton? Pourquoi pas? Et pourquoi pas une fête de la volaille, et puis une fête des canards? On s'en fout, c'est un thème qui a été développé par une organisation qui n'est pas la Je vais nôtre. poser la question autrement. Est-ce que ça aurait pour vous la même symbolique de faire une fête du mouton? Ben, disons qu'il faut voir dans cette symbolique une chose, d'ailleurs, qui a relevé, je vous remercie, c'est, à l'heure actuelle, si on, et elle vient de le dire, on a le malheur de dire le mot cochon, c'est contre l'islam. Mais on peut exister sans être contre quelque chose. J'aime bien, excusez-moi, j'aime bien les saucissons. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça peut foutre? En quoi ça dérange quelques musulmans dans le monde que ce soir... C'est pas sur votre goût de la cochonnelle. Ma question, mais c'est ça. Est-ce que ça aurait pour vous la même symbolique? Bon, on va interdire la fête à Munich, la fête de la bière, parce qu'il y a assez de choses. Il faut arrêter, parce que c'est le même thème. Quand même, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi ces gens-là, allemands, bavarois, qui vont dans les tavernes, quelles tavernes, on s'en souvient à Munich, se permettent encore, 60 ans après, de boire de la bière en commun, alors qu'on sait que ces pauvres musulmans ne peuvent pas en boire? Mais quelle provocation! Vous vous rendez compte, le raisonnement, la déviance de votre raisonnement? Il n'y a pas de symbole dans cette fête du cochon. Je veux dire, vous n'avez pas voulu y voir un symbole. Le seul symbole qu'il puisse y avoir, et je pense que les organisateurs au début avaient celui-là, c'est de dire qu'on peut aimer ce qu'on veut et qu'il n'y a pas que le halal. On peut aimer autre chose. Ça n'empêche pas d'autres personnes à Lille, dans la bande de Lille et à côté, de manger ce qu'ils veulent, même des canards laqués. Mais la présence de l'islam en France ne vous pose pas problème. C'est quelque chose,
L'islam en France, mais c'est un vaste problème.